Martès, roman de Hélène Roger, publié chez Book Édition, tome 2, de Una Semana Entera. Tous mes remerciements à Marie-Laure Villery pour son illustration pertinente, son écoute encourageante, son amitié précieuse. Chapitre 1. Comme convenu, je suis arrivée à Martès un lundi soir, à l'heure où le soleil, zébré de traînées blanches, se teinte de couleur fauve. Je n'avais pas choisi cette destination par hasard. La légende prétend que le vent du Sahara y pousse le pèlerin. Normande, il me surprit par sa force et sa capacité à modifier la géographie des lieux. À la poussière des routes se substitua le sable du désert. Des mirages firent trembler les images du décor. À tort ou à raison, l'on disait aussi que la lumière y était plus durable, ce qui ne signifiait pas que le soleil y chauffait plus longtemps, mais que le ciel éclairait différemment la couleur des jours. Comme convenu, je suis arrivée à Martès seule, après des mois de solitude. J'allais écrire seule, parmi les vivants, sinon parmi mes pairs. J'avais marché longtemps, presque tout le jour, refusant les trains peu fréquents, jamais ponctuels et toujours bondés. Habituée aux grands espaces, le confinement, la proximité, même temporaire, me gênait. Je n'attendais rien de précis, seulement une opportunité pour tourner la page, pour choisir un autre chapitre et même un autre roman, un nouvel univers justifiant mes levées. Martès était réputé pour ses cures thermales. L'on y soignait toutes sortes de maux par des thérapies originales issues d'un centre au nom hispanique, la Casa. Cette réputation avait dicté mon choix. Après de longues saisons dans de vastes prairies désertiques, j'avais non seulement besoin de contrées plus civilisées, mais également d'un nouvel emploi. Je ne remarquai pas immédiatement le poteau indicateur, sans doute parce que je l'avais imaginé imposant à la hauteur de mes promesses, sinon de mes ambitions. Je dus rebrousser chemin pour le débusquer derrière une végétation peu luxuriante mais sauvage. Aucun jumelage n'était mentionné, ce qui ne me surprit guère. Martès était trop singulière pour l'associer à quelque autre ville. Évidemment, les réminiscences littéraires m'envahirent. Sans m'identifier à K du château, je pensais qu'un sentiment absurde de la perdition et de la culpabilité me liait au héros kafkaïen. Une borne kilométrique favorisa une courte halte. Je consultais la carte et prolongeais un peu la pause. Il me semblait n'avoir plus de jambes, tant je les avais usées sur les routes. Désormais effritées par l'usage quotidien, elles ne ressemblaient plus à rien. Je posai mon doigt sur Martès afin de m'assurer de la réalité de mon arrivée, étudiai ensuite le plan pour y localiser mon gîte provisoire. Si mes nouvelles fonctions me plaisaient, si je convenais à ceux qui m'embaucheraient, il serait toujours temps de trouver autre chose. Je n'étais pas difficile quant au logement.
J'ai puisé un second souffle dans la promesse d'un lit où étendre ma fatigue. À l'entrée de la ville, la route formait une fourche. D'après les indications, il fallait prendre la voie de droite. J'empruntais pourtant consciemment et sans hésitation celle de gauche qui menait au port. Le besoin de contempler la mer devenait si puissant qu'il me parut impossible de ne pas l'assouvir. Je marchais d'abord sur une route goudronnée, puis un chemin terreux, une sente sablonneuse enfin. Les changements de terrain s'harmonisaient avec mes émotions. Plus je m'approchais de la mer, plus mes pas devenaient foulés, et je finis le trajet en courant, et même en riant, je crois. Je n'avais pas ressenti un tel sentiment de liberté. Depuis longtemps, le cri des mouettes m'accompagnant, nous sommes arrivés ensemble au port. L'on y accédait par un escalier de pierre blanche. Je cédais au réflexe du calcul et comptais à voix haute les 31 marches. J'apprendrai plus tard qu'un funiculaire placé en amont permettait depuis la ville haute d'accéder aux plaisanciers sans effort. Comme les rives formaient un U, j'ai pensé au Y du croisement initial. Je me suis dit que Martès constituerait une cité littéraire par le jeu possible des voyelles. Pour ce premier soir, je demeurai sur le promontoire, au bas des marches. Il dominait le port. La lumière du soleil couchant atteignait le degré de perfection. Elle rappelait les teintes qui colorent nos existences et que nous reconnaissons parfois par la mémoire des lieux. Je fermai les yeux d'abord pour préserver en moi cette beauté, ensuite pour que les souvenirs olfactifs prennent le relais, afin que toutes les perceptions aient leur part dans cette réminiscence. J'étais parvenue à Martès en bout de course, incapable d'en supporter davantage. Un mince espoir logeait encore dans ce lieu singulier en dehors du temps et de moi-même. En rebroussant chemin, en comptant à nouveau une à une les marches, j'échafaudais quelques jalons à poser par la suite. Je me sentais prête à me comporter telle une autochtone, capable, sinon de tout, du moins de beaucoup, pour instaurer quelques repères. J'avais lu que le gîte, dont les services s'apparentaient à ceux d'un hôtel pension, était commode d'accès. Cette facilité me sembla de bon augure. Situé dans la ville haute, il la surplombait. La bâtisse était spacieuse et possédait la quiétude d'un luxe un peu suranné. Les locataires formaient une classe hétérogène de pèlerins, curistes, vacanciers ou vagabonds. L'on m'accueillit chaleureusement et j'en ressentis une telle reconnaissance que les formules pourtant banales de politesse me semblèrent particulièrement amicales. Combien de temps resterez-vous parmi nous? S'enquit le réceptionniste. Je l'ignore, comptons un mois. Un mois? Un problème? Nullement, mais d'ordinaire, les réservations se font à la semaine. Alors, disons 4 semaines. J'ai puisé un second souffle dans la promesse d'un lit où étendre ma fatigue. À l'entrée de la ville, la route formait une fourche. D'après les indications, il fallait prendre la voie de droite. J'empruntais pourtant consciemment et sans hésitation celle de gauche qui menait au port. Le besoin de contempler la mer devenait si puissant qu'il me parut impossible de ne pas l'assouvir. Je marchais d'abord sur une route goudronnée,
puis un chemin terreux, une sente sablonneuse enfin. Les changements de terrain s'harmonisaient avec mes émotions. Plus je m'approchais de la mer, plus mes pas devenaient foulés. Et je finis le trajet en courant, et même en riant, je crois. Je n'avais pas ressenti un tel sentiment de liberté. Depuis longtemps, le cri des mouettes m'accompagnant, nous sommes arrivés ensemble au port. L'on y accédait par un escalier de pierre blanche. Je cédais au réflexe du calcul et comptais à voix haute les 31 marches. J'apprendrai plus tard qu'un funiculaire placé en amont permettait depuis la ville haute d'accéder aux plaisanciers sans effort. Comme les rives formaient un U, j'ai pensé au Y du croisement initial. Je me suis dit que Martès constituerait une cité littéraire par le jeu possible des voyelles. Pour ce premier soir, je demeurai sur le promontoire, au bas des marches. Il dominait le port. La lumière du soleil couchant atteignait le degré de perfection. Elle rappelait les teintes qui colorent nos existences et que nous reconnaissons parfois par la mémoire des lieux. Je fermai les yeux d'abord pour préserver en moi cette beauté, ensuite pour que les souvenirs olfactifs prennent le relais, afin que toutes les perceptions aient leur part dans cette réminiscence. J'étais parvenue à Martès en bout de course, incapable d'en supporter davantage. Un mince espoir logeait encore dans ce lieu singulier en dehors du temps et de moi-même. En rebroussant chemin, en comptant à nouveau une à une les marches, j'échafaudais quelques jalons à poser par la suite. Je me sentais prête à me comporter telle une autochtone, capable, sinon de tout, du moins de beaucoup, pour instaurer quelques repères. J'avais lu que le gîte, dont les services s'apparentaient à ceux d'un hôtel pension, était commode d'accès. Cette facilité me sembla de bon augure. Situé dans la ville haute, il la surplombait. La bâtisse était spacieuse et possédait la quiétude d'un luxe un peu suranné. Les locataires formaient une classe hétérogène de pèlerins, curistes, vacanciers ou vagabonds. L'on m'accueillit chaleureusement et j'en ressentis une telle reconnaissance que les formules pourtant banales de politesse me semblèrent particulièrement amicales. Combien de temps resterez-vous parmi nous? S'enquit le réceptionniste. Je l'ignore, comptons un mois. Un mois? Un problème? Nullement, mais d'ordinaire, les réservations se font à la semaine. Alors, disons 4 semaines. Alors, disons 4 semaines. Il inscrivit la durée sur une fiche et consulta ensuite un plan sur lequel figurait le numéro des chambres libres. « Avez-vous une préférence ?» reprit-il. « Avec balcon, est-ce possible ?»« Ici, il suffit de demander. » La réplique me rappela que, selon Eco, la simple nomination justifiait parfois l'existence. Martès fonctionnait-elle ainsi? Suffisait-il de désirer et de nommer pour obtenir satisfaction? « Voici, » me répondit l'homme comme s'il avait deviné mes pensées. La clé qu'il m'offrit était attachée à un pendentif en forme de tête de poisson et portait la mention 4321. 4321 ne correspond pas au nombre de chambres. Évidemment, fit-il sans nulle autre précision. Premier étage, à gauche, en sortant de l'ascenseur. L'escalier? À droite. Je ne vérifiai pas mes calculs, mais il me fallut 31 marches pour accéder au palier du premier étage. La porte, 4321, s'ouvrit
facilement, puisqu'elle n'était pas fermée. La pièce, plutôt étroite, s'élargissait par un balcon où m'attendaient table et chaise. Je trouvais sur une desserte un téléphone, je composais le numéro de la réception. Serait-il possible de dîner, osai-je? Le second service débute à peine. Je vous réserve une table. Une préférence? Me demanda-t-il pour la seconde fois. Près de la fenêtre. Certainement. Une tenue particulière était-elle de rigueur? Dans le doute, j'enfilai un pull marin de circonstance et troquai le bermuda contre un pantalon de toile bleue. Étrangement, la salle à manger me fit penser à un hall d'aéroport. Comme convenu, je fus placé près de la vitre et les routes que je découvris s'assimilaient à des pistes de décollage. Les menus proposés, plutôt simples, se voulaient à la fois familiaux et diététiques, un plat du jour variant selon les saisons, un vaste choix de salades composées, d'omelettes et de crêpes. J'optais pour une complète qui comblerait peut-être mon vide intérieur. Afin de me faire plaisamment patienter, la serveuse me conseilla un verre de vin rouge, agrémenté d'olives pimentées et d'amandes grillées. Je n'avais pas été servi pareillement depuis mon dernier dîner chez Madame Simone. Il remontait à plusieurs mois. Je crois avoir ressenti la même paix intérieure, sentiment rare et d'autant plus précieux. Quand la reverrai-je? Elle, Abel et la mystérieuse Madame Lanier. Pour le moment, je ne pouvais attendre de l'avenir rien d'autre qu'une crêpe et un lit. Comme d'ordinaire, le sommeil feignit d'être un fidèle compagnon, et je m'endormis sans difficulté. Ce fut seulement à l'occasion du 3e réveil que je cessai de lutter et me levai pour ouvrir la porte donnant sur le balcon. J'avoue n'avoir rien prémédité en demandant cette faveur. À peine commençai-je à sentir la fraîcheur de la nuit que l'envie me revint. Je ne m'étais plus encombré de papier et de stylos depuis longtemps. Mais là, brusquement, à la faveur d'une insomnie, guère plus étonnante qu'une autre, il me parut urgent de céder à ma volonté. Au téléphone, je tombai sur le même réceptionniste et me demandai s'il lui arrivait de prendre quelque repos. Une préférence? S'enquit-il pour la 3e fois de la journée. Eh bien, si vous disposiez d'un bloc-notes, petit carreau, format A4, et d'un stylo à encre bleue. Certainement. Voulez-vous que le garçon d'étage les monte? Inutile. Je descends. J'enfilai un pull à la hâte. Le réceptionniste m'attendait debout derrière son comptoir à 2 heures du matin. Je ne sais plus ce que je trouvais incroyable, sa tenue toujours impeccable ou sa promptitude à réaliser mes souhaits. Merci, dis-je uniquement. Je remontais très vite, craignant que le désir ne se soit dissipé. Je n'avais nullement l'intention de tenir un journal. Alors quoi? Juste éclaircir quelques réflexions, je superposais un gilet sur le pull, disposais tout ce qu'il fallait sur la table et même un coussin sur la chaise, le couvre-lit enfin à portée de main au cas où la fraîcheur deviendrait froidure. Avant de me laisser couler dans la nuit de Martès, j'ouvris le mini-réfrigérateur en quête d'un alcool fort. Le flash de gin me comblerait. Je posai ma tête sur la table de chevet pour ne plus la récupérer avant le lendemain et m'installai sereinement sur le balcon. Y relatait mon arrivée à Martès, le plus simplement du monde, sans fioriture. Je ne pus m'empêcher de penser que le temps narré rejoindrait le temps de narration, et cette idée me renvoya
aux analyses comme échappatoire. La concision refoulerait les émotions et j'étais devenue experte en la discipline. À l'issue de ces pages d'écriture, je me levais pour éviter le jugement impitoyable et le dégoût qui s'ensuivrait. Je fermais le bloc-notes et terminais mon vers avant de sombrer dans le sommeil. Le lendemain, j'accomplis avec lenteur toutes mes actions. Je pensais qu'étirer mes gestes revenait à étirer le temps de façon à laisser la réflexion s'établir. L'on m'avait prévenu que sur Martès le soleil était autre. C'était vrai. Au lever comme au coucher, il était rouge. Du moins, je le percevais comme tel. L'on m'avait dit également que les températures différaient exact. Avec la rougeur du matin, elles croissaient. Pour les profanes, c'était presque inquiétant parce qu'il fallait habituer le corps à les supporter. Aucune âme ne sortait sans bouteille d'eau, de préférence de l'eau de source de Martès. Et la déshydratation constituait l'un des principaux facteurs de troubles. La première semaine de mon installation, je souffris de poussées de fièvre. Le réceptionniste me conseilla de substituer au Doliprane de grands et fréquents verres d'eau. Elle vous guérira. L'eau d'ici guérit de tout. Ah bon? Je sentis renaître l'espoir que cette eau se chargerait aussi de mes peurs. Pendant tout le trajet, je suivis le soleil, admirative et craintive. La casa se situait sur le front de mer, légèrement en retrait et surélevé. De grandes baies vitrées assuraient une luminosité extraordinaire. Des terrasses peuplées de transats étaient disposées aux 4 points cardinaux, de sorte que l'on pouvait suivre le soleil tout le jour et l'associer à des périodes de la journée. Puisque les montres ne m'étaient plus nécessaires ici, je pensais que j'utiliserais la mienne de marque Lanier pour sa fonction spéciale. Non contente de donner l'heure, les aiguilles indiquaient également le nord. Mon rendez-vous à la casa était fixé sur la terrasse sud-ouest, autrement dit dans le courant de l'après-midi. Les températures nouvelles pour moi me parurent brûlantes, étouffantes, anéantissantes. Je misais sur la force de l'habitude pour modifier rapidement les 3 adjectifs en supportable, estivale et blanche. J'associais également cette couleur de la chaleur à celle de la lumière et du ciel. Le bleu de ce dernier me manquerait-il? Une sorte d'éblouissement blanc colorait tout le paysage. Je fus reçu chaleureusement. Une étiquette cousue sur le chemisier de l'employé indiquait ressources humaines. Je trouvais l'expression remarquable et en totale opposition avec son regard bleu acier. Je passai outre ma fâcheuse tendance à romancer chaque épisode de la vie. Il fallait faire table rase de ces vieilles habitudes qui, à en juger par mon état, ne me réussissaient guère. Nous nous installâmes à l'ombre d'un parasol. La femme ouvrit un mince dossier. À l'envers, je remarquai que la première feuille dactylographiée était titrée « Contrat de travail ». À peine l'avais-je déchiffrée qu'elle la tourna et commença à poser les questions d'usage dont elle notait les réponses. Évidemment, comme pour tout entretien d'embauche, je ne me sentais pas particulièrement détendue, mais la cause venait surtout de la chaleur accablante. Elle ne demanda pas elle me demanda de confirmer mon prénom. Oui, je me prénomme bien Lounès. Je voulus provoquer un léger sourire et souligner le fait que mon embauche à Martès rentrait donc précisément dans la logique des jours. Mais soit qu'elle ignorât la langue espagnole, soit qu'elle n'eût pas le cœur à la plaisanterie, elle ne releva pas le trait d'humour et se contenta de hocher la tête. J'éprouvais quelques difficultés à dresser la liste de mes motivations.
Je brodais sur la réputation de Martès et de la Casa, invoquais également la petite annonce dans la rubrique offre d'emploi. À nouveau, elle opina pour acquiescer d'un mouvement de tête à la question « Quels sont vos loisirs ?» Je n'hésitai pas et répondis « L'équitation. » Vous pratiquez toujours ? Non, pas depuis mon arrivée ici. Je m'embrouillais un peu dans les explications, elle sembla m'entendre sans m'écouter et me regarder sans me voir. Je projetais d'éclaircir un soir au soir sur le balcon ce point du passé. Je crois avoir tous les renseignements nécessaires, conclut-elle. Quand pouvez-vous commencer ? Demain. Fort bien. Contrat provisoire de 31 jours. Puis, si vous convenez, contrat définitif. Cela vous convient ? Oui. Rendez-vous à 7 heures ici même, soyez sans crainte, nous assurerons votre formation. Vous serez libre à 16 heures, la journée chômée variera selon les demandes. Entendu ? Oui. Signé. Et elle revint à la page initiale que je paraphais. Le contrat stipulait que j'étais engagée comme saleuse de mer. C'était devenu une habitude, finalement, et loin de me déplaire, les rites m'ayant toujours rassurée. Après un déjeuner de plus en plus rapide, Xi et moi profitions de ce temps de rêverie solitaire que nous étirions. Elle n'était guère bavarde et son attitude frisait parfois l'indifférence. Ses silences répétés freinaient mes questions, qui abondaient pourtant. Je voulais tout savoir de la Casa, de Martès, de la brochure, d'elle enfin. Elle ne voulait rien connaître de moi. Une fois seulement, elle s'enquit de ma fonction. J'en profitais pour en rajouter beaucoup, espérant que l'envie de poursuivre cette conversation la tenaillerait. Tout de même, s'étonna-t-elle, saleuse de mer n'est pas un métier ordinaire. Je crois bien qu'il n'existe qu'à Martès. Une profession unique pour un lieu singulier, dans l'optique de la balnéothérapie, des sels minéraux et de leurs bienfaits, cela se tient. Je travaille ici depuis 3 ans, je n'ai jamais entendu parler de cette technique et encore moins d'une saleuse de mer. Il a bien fallu que quelqu'un avant moi s'en charge. Sans doute, même s'il n'avait jamais été amical, son ton devint plus cassant. Les aléas m'avaient toutefois appris à me méfier des impressions premières. Au soir, je descendis au port, retrouver mon père ou son image. Sur le promontoire, il était accoudé à l'endroit exact où je m'étais tenue. À ses côtés, son compagnero semblait lui aussi admirer le port. Tous deux fumaient du tabac brun, dont je reconnus l'odeur. Lorsque je les aperçus, j'étais encore dans la cabine du funiculaire. Pour la première fois, je les découvrais de dos. Quel était le sujet de leurs propos ? Quelle intonation mon père possédait-il alors ? Comme la cabine en fin de trajet se stabilisait, je les vis s'avancer vers la berge. Au moment de les rejoindre, un film de science-fiction visionné autrefois me revint en mémoire. Il montrait des hologrammes du passé imperméables au présent. Je me souvins de la détresse du héros incapable d'exister aux yeux des autres, de sa solitude
démultipliés par ces fantômes du passé. Je manquais de courage et demeurais au lieu même où ils avaient conversé, espérant voir exactement ce que leurs yeux avaient vu, les bateaux de plaisance amarrés. Les bateaux de plaisance amarrés. Fût-ce l'effet de ce sentiment d'abandon ou de parfaite indifférence de Xi, je rentrais ensuite par l'escalier, pas et cœur fortement alourdi. Je souhaitais que Sergio soit à son poste, que sa fidèle présence comble ce vide abyssal. En attendant le second service, je retrouvais le confort du balcon et mon cahier. J'y relatais la conversation avec Xi, sans faire allusion à ma déception triste, à la rencontre lointaine avec mon père, qui ne m'avait pas aperçu et qui sans doute ignorait mon existence. L'idée me vint que si cet épisode à Martès n'était pas le fruit de mon imagination, ou pire de mes hallucinations, j'y rencontrerais peut-être aussi ma mère. Alors que je notais ce détail, je savourais un vin de Martès acheté à l'épicerie de Martès. L'étiquette mentionnait « mise en bouteille au château de Martès ». Sergio, que j'interrogeais sur cette provenance, n'eut pas l'air de s'en étonner. Il ne faut pas tout croire. Au château, c'est un bien grand mot. Disons une grande bâtisse, n'imaginez pas les hectares de vignes à proximité, elle se trouve à la sortie de la ville. Avez-vous remarqué le goût très particulier de ce vin, moins sucré, plus lourd, entêtant, presque iodé? Pour en revenir au château, vous le connaissez sous une autre appellation, la Casa. J'ai entendu dire qu'il y avait là-bas un secteur particulier, El Castel, où se réalise la mise en bouteille. Il me tardait à présent de retrouver ma chambre et son balcon afin d'y consigner toutes ces précieuses informations. Je terminais la bouteille en l'examinant sous tous ses angles, j'en décollais l'étiquette et la glissais dans mon portefeuille, à charge pour moi de jouer les Sherlock Holmes. Parce que je tenais là un sujet susceptible de la faire parler, j'attendis confiante Xi à la salle de restauration. Mais plus je l'espérais, et moins elle risquait de venir. Chaque midi de la semaine, je pris seul mon expresso sur le transat, maintenant les yeux clos, refusant d'attendre et de chercher à savoir si Xi était malade ou en congé. Je forçais mon indifférence afin qu'elle ressemblât à la sienne. Je devins courageuse dans l'abnégation même, si cela ne menait à rien. Au soir du vendredi, le ciel s'éclaircit de quelques nuages blancs avant de se couvrir. Je pensais que cette fois, Martès ou non, la pluie et son déluge de tristesse tomberaient sur moi. El Castel. Le simple mot m'évoquait des images catalanes. Murs blancs peints à la chaux, toit de tuiles ocre, volets de bois vert. Combien de fois avais-je noté ces caractéristiques? Toujours les mêmes réminiscences, le même mécanisme de la mémoire qui transfigurait les souvenirs. Un petit escalier devenant vaste, une terrasse se métamorphosant en patio, un bâtiment en casa. Avant de sombrer tout à fait dans le sommeil, je répétais comme un mantra « En la casa se encuentra un castel ». En avance d'une heure sur mon horaire habituel, je ne me décidais pas à franchir la terrasse pour me rendre au laboratoire. En réalité, j'avais élaboré 2 plans, estimant que,
selon les circonstances. Le premier se substituerait au second. Le plan A consistait à guetter l'arrivée de Xi, persuadé qu'elle m'évitait pour une raison inconnue. Le plan B m'envoyer en quête d'El Castel. J'avais prévu un plan C, réunissant les deux précédents et dans lequel Xi travaillait dans le secteur d'El Castel. J'en étais là de ces considérations lorsqu'un camion de livraison s'arrêta au portail sud. Je le suivis, persuadé qu'il me mènerait à bon port. Il roulait quasiment au pas. J'ignore à quel secteur il s'arrêta. Je ne le connaissais pas, voilà tout. Le livreur souleva la porte de son véhicule, grimpa à l'intérieur à l'aide d'un monte-charge, en ressortit avec un diable contenant plusieurs caisses. Il s'engagea dans l'entrée. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, il ne me mena pas aux cuisines, mais à une sorte d'entrepôt dans lequel il déposa sa marchandise. J'attendis qu'il parte. Ce que je vis ensuite me stupéfia, m'émut et m'interrogea quant aux circonstances qui déterminent nos existences. Ce fut comme une bouffée du passé. Des cartons occupaient tout l'espace. Un esprit logique et ordonné les avait particulièrement bien agencés. À droite, des caisses de vin. Comme l'une d'elles avait été ouverte, j'en retirai une bouteille. Sur l'étiquette, je lus Rioja. Sur une table, je trouvai également quantité d'étiquettes sur lesquelles étaient imprimés vin de Martès mis en bouteille N. El Castel. J'avais rangé exactement la même dans mon portefeuille. Il existait apparemment un trafic, une usurpation. Mais pourquoi avec ce vin catalan, plus difficile à importer et donc plus coûteux? De l'autre côté du mur s'alignaient des cartons portant les initiales PL. Avant d'en ouvrir un, je savais déjà ce qu'il contenait. Des montres de marque Pierre Lanier, collection céramique. Enfin, pour clore en beauté ce retour du passé, je découvris des cartons dont la senteur puissante ne pouvait me laisser indifférente. À n'en pas douter, il s'agissait du parfum Escapade tropicale, rebaptisé Escapade Amartès. J'en conclus que la contrefaçon était devenue le sport le plus pratiqué à la casa. Chapitre 4. La visite de l'entrepôt provoqua la rédaction de notes concernant le roman d'anticipation. Je substituai pendant quelques soirées à la narration de mes journées des considérations littéraires. Il régnait une telle confusion temporelle à Martès que la seule issue me parut être un éclaircissement du présent. Je classai chronologiquement chaque événement. Si l'apparition de mon père sur le promontoire me ramenait au passé, l'ouverture des caisses suscitait des images étonnantes de déjà-vu. Les objets que pourtant je découvrais appartiendraient à mon histoire, une histoire encore ignorée. J'avais lu plusieurs romans expliquant ces intersections temporelles, et l'un d'eux me revint, la théorie des cordes de Somoza. À Martès, le passé, le présent et le futur ne se distinguaient pas. Je connaissais depuis l'enfance ces sensations troublantes, même si
elle s'était amoindrie avec les années. Si le vieillissement les faisait disparaître, le déjà vécu ne serait plus une projection intuitive, mais une réelle reconstitution de la mémoire. Les montres, le parfum, j'étais persuadée de les connaître. Ces soirées de réflexion se conjuguèrent à des journées de solitude. Je déjeunais seule, Xi ayant disparu sans prévenir. Il me semblait difficile d'avancer, était-ce d'ailleurs nécessaire? Martès m'invitait au repos, il n'avait jamais toutefois été bienfaisant dans mon cas, l'inaction accroissant l'angoisse. Lorsque, repu d'attente et de désarroi, je me posais sur le transat, il m'arrivait de trouver cette situation absurde. Achèverais-je ma carrière professionnelle à la Casa? Évidemment, je ne pouvais qu'apprécier ma nomination comme saleuse de mer. Elle me renvoyait à la poésie absurde du monde. Quand la tristesse devenait trop lourde, je remplaçais la visite à mon père par celle à l'épicerie. Située sur le quai du port, ouverte la Semana Entera, de jour comme de nuit, elle me rappelait les magasins d'autrefois, tenant lieu tout à la fois de boulangerie, de fromagerie, de pharmacie ou de quincaillerie. Elle détenait un rayon particulier qui diffusait tous les produits dérivés à la Casa. Je fis donc l'acquisition d'un polo Martès dont une salamandre entourait le col, d'un calendrier Martès, d'un stylo Martès à encre indélébile, de vins espagnols faussement étiquetés Martès, d'un porte-clés Martès en forme de tête de poisson. Je ne vends que des produits locaux, me confia l'épicière sur un ton ironique ou naïf. Je lui trouvais une vague ressemblance avec Sergio, un cousinage d'espèce. Sa clientèle était fidèle, c'est du moins ce qu'elle prétendit, alors que je m'étonnais de ses articles. Il n'y a pas vraiment de touristes ici, évidemment des curistes, mais la majorité de mes clients sont les autochtones, les martiens. Je crus qu'elle se moquerait de moi, mais il n'en était rien, et à l'image de Sergio, elle n'avait pas la moquerie facile. « Êtes-vous martienne ?» osai-je. « Pure souche, » répondit-elle avec sérieux. Je trouvais quand même extraordinaire que martiennes et martiens me sauvent de moi-même, que leur terre favorise l'apparition de mon père et que leur thérapie m'offre non seulement un emploi, mais l'opportunité de rencontrer des êtres hors du commun. De fil en aiguille, nous en vînmes, l'épicière et moi, à nous donner de ces noms et chacune, selon ses appartenances géographiques, en rajouta. Cénomarine, calvadosienne, bonoxylienne, mahonaise. Visiblement, comme moi, les mots plus que les territoires la faisaient voyager. J'en avais connu des épicières, mais une martienne pas encore. Si elle affichait un sourire professionnel, j'y discernais une pointe d'ironie presque rebelle qui me plaisait bien. Je revins au gîte, chargé d'un filet garni. Sergio m'accueillit. J'en profitai pour l'avertir qu'exceptionnellement je dînerais lors du premier service. « Une préférence ?» s'enquit-il. « La même table, près de la vitre. » Je demandai ma clé, puis montai. J'éprouvais l'envie de m'installer, de parfaire mon univers. J'étalai donc dans la chambre et sur le balcon tous mes achats. Et puisqu'on ne vendait à l'épicerie que des fruits du terroir, je recréai Martès et punaisai au mur 2 affiches. Une photographie du port à la tombée du jour, avec ce fameux ciel rouge si particulier, une autre d'une bâtisse de la ville haute, façade blanche et volets verts.
Sur ma table, je plaçais le calendrier qui m'offrait chaque mois un cliché différent de la casa, les 4 terrasses, la salle de restauration, les installations des différents bains. Le stylo Martès était posé sur le cahier du même nom et dont la première de couverture présentait le panneau indicateur à l'entrée de la ville. Dans la penderie, le polo en coton Martès tenait compagnie à sa version polaire. Sur la table de chevet, un guide touristique titré « Le tour de Martès en 4 jours » m'inciterait peut-être à m'endormir plus sereinement. En m'ouvrant au premier service, en modifiant ainsi mes habitudes, j'espérais rencontrer quelques visages aimables qui me permettraient de lier, sinon connaissance, du moins conversation. Comme il n'en fut rien, je prononçai à nouveau cette phrase qui m'avait tant de fois tenu lieu de philosophie. On ne peut forcer les sentiments. Car enfin, qu'imaginais-je? Que Xi surgirait pour dîner avec moi? Je me sentis ridicule et misérable. J'avalais mon omelette martienne tiède aux oignons presque crus et retrouvais mon antre pour déballer mon dernier achat, une lampe. Le principe était celui de la luminothérapie. Mais à la place d'une lumière blanche, le globe en diffusait une rouge, celle du soleil de Martès. Je posai la boule à l'image de celle des diseuses de bonne aventure à côté du calendrier et appuyai sur l'interrupteur. Comme il faisait nuit à l'extérieur, le rayon se diffusa brusquement dans la chambre. Je joignis mes mains autour de la lampe et l'observai. Concernant les événements à venir, autant l'écrire avec franchise, je ne perçus rien. À Martès comme ailleurs, je n'étais guère visionnaire. Je m'interrogeais fréquemment sur la casa. L'entreprise n'était-elle pas une vaste escroquerie? À partir de ce soir-là, je cherchais à glaner des renseignements. Où les puiser? Sergio, Xi, l'épicière n'étaient pas des bavards. Le personnel du centre était important et certains corps de métier, à commencer par le mien, me semblaient pour le moins singuliers. Depuis quelque temps, j'avais remarqué un homme préposé à l'ouverture du centre. Chaque terrasse était encadrée par un grillage joliment ouvragé et qui faisait du lieu une sorte de citadelle. 4 portes en permettaient l'accès. L'homme en question en détenait les clés. J'imaginais qu'elle ressemblait à celle du cabinet de Barbe Bleue. Me souvenant de la brochure que l'on ne m'avait toujours pas remise, je relus le guide touristique et établis un lien entre les 2 ouvrages. Un second titre complétait le premier, le Camí de Martès. En le découvrant, je soupçonnais la ville de modifier la réalité et de posséder en outre intrinsèquement une force d'attraction suffisamment puissante pour y aimanter des rêves. Bien sûr, le Camí de Martès me rappelait le Camí de Cabals. Les informations mentionnaient la présence d'un GR 4321 et d'un circuit de 54 km réalisable en 4 jours et 8 étapes. Des picotements gagnèrent mes jambes et sur le balcon je songeais aux aventures des cow-boys. Me sentant dès l'heure, je dépliai la carte, le plan, les numéros des étapes. Comme Minorque, Martès possédait la forme d'un flageolet. J'avais découvert la ville et son panneau indicateur par l'est, tandis qu'à l'ouest se trouvait la casa.
La côte nord proposait le funiculaire et le promontoire, tandis que sa version sud m'était encore inconnue. Au centre trônait le gîte, devenu mon asile. À force de lire et de relire le guide, je finis par le connaître par cœur et cette mémorisation facilita ensuite ma réflexion. Bien sûr, je rêvais de cette escapade. Bien sûr, je croyais qu'elle donnerait un peu de sens à mes jours. Bien sûr, je savais qu'elle réveillerait également les vieilles angoisses, celles qui intoxiquaient mes levées et oxydaient mes soirées. Puisque j'avais besoin de conseils, j'allais rendre visite à l'épicière. « Quelles sont les spécialités culinaires de Martès ?» demandai-je pour engager la conversation. « L'omelette », répondit-elle aussitôt. Elle se plongea ensuite dans une réflexion si intense qu'elle imposa le silence, mais non l'immobilisme, car elle se leva et inspecta ses rayons, hochant parfois la tête dans un sens ou dans l'autre. « Que dit le guide ?» fit-elle à bout de course. « Sur ce sujet, pas grand-chose, hormis l'omelette, il évoque le vin, l'eau de source également. Vous désirez du solide ? Je ne sais pas, un saucisson, un légume, comme il vous plaira. Dans quel but ? Si l'on est ce qu'on mange, E-E-S-T, existe-t-il une possibilité pour devenir martienne en mangeant quelques spécialités ? Ah, c'est cela, fit-elle en s'asseyant enfin derrière son comptoir. Mais c'est toute une histoire, alors, conclut-elle. Et elle s'installa dans un mutisme plus lourd encore que le précédent. S'agissait-il de mettre à mon niveau des explications qui me dépassaient, tant par leur contenu que par leur forme ? En attendant, j'allais au rayon produits frais. Il variait en fonction des fournisseurs. Qui étaient ces derniers ? Je soupçonnais l'épicière de s'arranger avec les vérités ordinaires de l'existence. Lorsque je découvris ces pâtisseries en forme de coquillage, non seulement je pensais à Marcel Proust, mais je fus également persuadée qu'elle les avait elle-même confectionnés. « Ce sont des viennoiseries martiennes ?» dis-je pour plaisanter. « Goûtez-en une. » Ce fut plus un ordre qu'une proposition généreuse. Du sucre glace recouvrait le petit dôme dans lequel je mordis. « Fleur d'oranger, dis-je. »« Oui. »« Crème d'amande, exact. » Comme j'en achetais deux, l'épicière, en les enveloppant dans un papier de soie rouge, me dit « C'est un choix judicieux. » Chapitre 5. Il faisait nuit désormais lorsque je partais travailler. Alors que je m'en plaignais à Sergio, il relativisa. « À Martès comme ailleurs, le jour se lève plus tard. » Je croyais qu'il n'y avait pas de mauvaise saison ici. Il y a des limites à tout, vraiment. Et pour se faire pardonner son impuissance concernant les éléments naturels, Sergio sortit de son comptoir un paquet qu'il me tendit un peu timidement. « Pour vous, Lounès !» Je fus émue brutalement, douloureusement même émue, par tout ce qui m'arrivait ici, par cette force martienne qui semblait vouloir éloigner de moi tout ce qui blessait. J'ouvris la boîte en carton et reconnus ce que la veille, dans le guide, j'avais lu comme indispensable. Une frontale. Non seulement vous ne pourrez plus vous perdre en chemin, mais vous éclairerez vos pas ou ceux des autres. Résolument, je refusais d'interpréter sa phrase au second degré et décidai au petit matin du lendemain d'étrenner son cadeau. Avant de prendre la route, je me présentai. Pour l'occasion, je m'étais vêtue du polo et du pull Martès, avais glissé l'ouvrage dans mon sac à dos, puis ceint ma tête de cette frontale portée à la façon d'un bandeau et qu'une simple pression de l'index activait. « Merveilleux !» fit Sergio en me détaillant. « N'est-ce pas ?» Et je lui tendis ma clé que j'avais accrochée à la tête de poisson. À 6h30, la nuit paraissait encore terriblement noire. Sergio me souhaita bonne route. J'opinai du chef avant de franchir le seuil, prête à affronter tous les dangers. Pivotant la tête de droite à gauche tel un périscope, je m'engageai sur le chemin avec un sentiment nouveau,
une sorte d'excitation joyeuse, des phrases entières rythmaient ma cadence et que je répétais afin de les mémoriser jusqu'au soir, ou sur le balcon je les consignerais. N'ayant jamais été une grande bavarde, tous ces mots témoignaient encore du miracle de Martès. Je me souviens précisément de ceux qui précédèrent l'accident. Je devais me situer à mi-chemin de la casa et, confiante malgré l'obscurité, je courais presque en chantonnant les vers de la fable. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas. Note, La Fontaine, La laitière et le pot au lait, fable. Oui, c'était un peu moi, la légèreté des vêtements, moins. Ce fut précisément à cet instant que ma cheville se tordit dans un nid de poule. La douleur immédiate et d'une rare violence m'arrêta sur le champ. Mon cœur se souleva, la nausée monta en moins de 3 secondes. Comme la laitière, je pensais « Adieu veaux, vaches, cochons, couvés ». Ce souvenir, toutefois, n'amoindrit pas la souffrance et je terminai mon trajet en boitillant pour commencer, puis en boitant franchement pour finir. Associant la boiterie à la gaucherie, je me dis qu'elle n'avait certainement pas lieu d'être ici. Pour la première fois, je pénétrais dans mon laboratoire avec l'envie d'en sortir, le soulagement prévalant sur tout le reste. J'accomplis mon ouvrage avec une conscience qui frisait la bêtise. Jamais les sacs ne m'avaient semblé si lourds. Ce fut comme si toute la cheville les portait. À 11h30, ma mission accomplie, je quittai mon laboratoire et errais en quête d'une aide. Un parapluie dont je martelais le carrelage me servait de canne. Mais je n'avais vraiment rien d'une Mary Poppins. La colère m'envahissait, une colère dirigée contre moi, contre mes maladresses, contre la fragilité de mes chevilles, contre la douleur, contre mon incapacité à retenir qui que ce soit dans ma vie, contre ma médiocrité. Vous en faites du bruit. La voix était féminine, ferme et forte. Le temps de pivoter, une porte sur laquelle une plaque précisait « Infirmerie » avec claqué, un regard de braise l'ouvrit. « Je suis tombée », dis-je pour excuser mon audace. Les yeux de feu me détaillèrent. Avant de m'inviter à entrer, la femme s'écarta du seuil et je la suivis jusqu'à un siège désigné de la main. « Je vous écoute », poursuivit-elle après s'être assise en face de moi. Le cabinet ressemblait à celui d'un psychanalyste. Son attention brûlante me troubla et mes explications confuses évoquèrent surtout les nids de poules. « Laissez-moi vous examiner », coupa-t-elle. Comme il s'agissait plus d'un ordre que d'une proposition, je n'osais m'y soustraire. Un divan remplaçait la table ordinaire d'auscultation. Je me demandais à quel moment la praticienne arborerait le sourire Martès, car son sérieux était tel qu'il déteignait sur son visage. Ses mains puissantes mais non brutales se posèrent sur l'œuf comme pour en prendre la température. « Il faudra glacer, dit-elle tout en vérifiant la mobilité des articulations. Est-ce douloureux ? Oui. Une immobilisation ne paraît pas nécessaire, mais limitez les mouvements pendant 2 jours. Si vous désirez accélérer le processus de guérison, consultez 2 de mes consoeurs. Bâtiment B, vous connaissez ? De nom. Voici un plan, c'est facile à trouver. Elle marqua d'une croix l'emplacement du secteur. Cryothérapie et acupuncture assureront une guérison totale. Revenez me voir ensuite, vous me donnerez vos impressions. Au plaisir. Elle se leva et me chassa poliment en me raccompagnant à la porte. Si la douleur ne s'était pas amoindrie, je retrouvais toutefois la légèreté de la laitière, car la simple mention du secteur B ravivait le souvenir de Xi et le désir de lui conter tout ce qui m'était arrivé d'incroyable depuis notre dernière discussion. Il me prenait même l'envie de lui montrer mes achats martiens et ma casita martienne. Par provocation et malgré mon désir, je respectais la procédure. Ainsi, la cryothérapie me laisserait-elle le temps de préparer mes répliques ? Je m'y rendis d'un pas boiteux mais alerte. « Ne vous inquiétez pas, me dit la praticienne en ouvrant la porte. L'infirmière vient de me communiquer votre dossier, je vous attendais. »« Ah »
Tout était blanc dans la pièce et même transparent depuis la salle d'attente jusqu'au bureau. Il régnait une odeur particulière, un étrange parfum de glacé. « C'est la première fois ?»« Oui. »« Des problèmes de santé particuliers ?»« Non, juste une cheville foulée. »« Très bien. Lisez, signez, cochez. »« Lisez, cochez, signez. » Elle me tendit une fiche sur laquelle une quinzaine de questions s'informaient de l'état de mon cœur, de mes artères, de mes poumons, de mes antécédents, de mes nerfs et de mes traitements médicaux. À toutes les interrogations, je cochais la case « non ». « Bien, » dit-elle en ramassant copie. « Suivez-moi. Pointure. » 38. 38. Elle sortit d'un placard une paire de sandales en caoutchouc, un bonnet, une paire de gants, des chaussettes, un masque de chirurgien. « Ici, » poursuivit-elle en m'indiquant le vestiaire, « ne gardez que vos sous-vêtements. » Muni de tous ces attributs, sans nul doute devais-je avoir l'air martien. Je descendis aussi bas que possible les chaussettes. Après avoir pris tension et température et émis une réplique non moins ironique. « Vous avez le cœur bien accroché ?» Elle ouvrit la porte vitrée de la chambre froide. Je m'y engouffrai à -60 de fines particules blanches virevoltaient dans l'air. Lorsqu'au bout de 20 secondes, je pénétrai dans la seconde chambre, passant à -110, les particules ressemblaient à de très légers flocons, et une vapeur glacée diminuait quelque peu la transparence de la baie. En face, au chaud, chronomètre en main, la praticienne interrogeait d'un geste de la main ma résistance au grand froid, à laquelle je répondais en levant le pouce. Les sensations ressenties étaient paradoxalement de l'ordre de la brûlure. Au cours des dernières 30 secondes, jambes et ventre tremblèrent. À l'issue du temps, un nuage d'azote accompagna ma sortie. « Alors ?» me demanda-t-elle. « Je m'attendais à une anesthésie totale, je veux dire corps et esprit. » « Mais la cheville ?» coupa-t-elle. « Ah bien, enfin glacée, indolore donc. » C'était le but. Thérapie réussie. Satisfaite ? Certes. Au plaisir, conclut-elle en souriant et en m'indiquant la sortie. Troisième porte après celle-ci, l'on vous attend. Je m'étais réservé le meilleur pour la fin. J'allais revoir Xi, j'étais prête à feindre la surprise. Surprise à pardonner son silence, à renouer avec nos pauses. J'étais pari pour tout, hormis à son absence. Car ce ne fut pas elle qui m'accueillit, mais un trentenaire barbu. À l'odeur du congélateur se substituèrent celle du camphre et de l'amande poivrée. « Ne vous préoccupez de rien, votre dossier vous a précédé, la cheville donc. »« C'est cela. » La lumière était tamisée, prélude pour moi à toutes sortes d'angoisses. J'aurais voulu soulever les rideaux, ouvrir les fenêtres et laisser pénétrer le soleil. Je n'en eus pas l'opportunité, car presque immédiatement l'acupuncteur me cloua sur place et sur la table de soins par une série de 5 aiguilles plantées autour de la malléole. Il remonta ensuite aux genoux, au sternum, aux poignets, aux mains, au front, au crâne, enfin. Je n'osais me pencher et les compter, mais il devait y en avoir au moins une vingtaine. Il me couvrit d'un mince tissu et me laissa un moment. J'ignorais ce qu'il entendait précisément par cette expression. Je fermai les yeux et songeai à Saint-Sébastien. Comme la pensée du martyr me lassa rapidement, j'ai parcouru du regard la pièce, en quête d'un indice éventuel. Nulle trace de Xi, aucune photographie, rien à lire ou à déchiffrer, aucune empreinte visible, aucun mystère à décrypter, rien que ma déception toute simple et aussi réelle que les pincements provoqués par les pointes acérées. « La guérison assurée !» clama-t-il en les ôtant. Je le trouvais bien optimiste, mais puisque j'avais été élevée dans le respect de l'autre, je souris poliment et timidement. « Il est vrai que nous appartenons à la même famille, » rétorqua-t-il immédiatement. « Quel secteur ? C. » Il m'invita gravement à quitter la table puis son cabinet. Je regagnai mon laboratoire pour remplir les 10 cuves réglementaires, le quittai ensuite à 17h30 sans état d'âme et empruntai le funiculaire afin de retrouver l'image, l'hologramme ou le fantôme de mon père sur le promontoire face au port. J'éprouvais désormais non seulement une douleur à la cheville, mais également au cœur. L'effet de la cryothérapie, de l'acupuncture ou de la conjugaison des deux, je n'espérais brusquement plus rien. Vacciné contre toute forme d'attachement, serais-je désormais ce cow-boy solitaire qui, ayant quitté son troupeau, n'en demeure pas moins bourru et même franchement sauvage. La visite trop éphémère et silencieuse de mon père confirma mes prévisions. Je rentrai au gîte à pied avec lenteur et sans douceur. Chapitre 4. « Seriez-vous des nôtres ce soir ?» demanda Sergio au lendemain de mes séances thérapeutiques. Je reprends. « Seriez-vous des nôtres ce soir ?» demanda Sergio au lendemain de mes séances thérapeutiques. « Des vôtres ? Le dîner du Nouvel An, on ne vous a rien dit à la casa ?
Ce sont eux pourtant qui l'organisent. Nous leur prêtons une salle, nos cuisiniers préparent le menu. Nous ne sommes pas le 31 décembre. Et alors? Les résolutions ne sauraient se suffire d'un soir par an. Telle est la devise de Martès, inscrite en lettres d'or sur la brochure. On ne me l'a pas encore donnée, rupture de stock. Vous avez toujours les mots pour rire, Lounès, c'est une bonne philosophie. Alors je vous inscris, attention. Un seul service ce soir à 20h. Quels sont les invités? Les curistes, le personnel de la casa, quelques commerçants, du moins ceux qui participent au fonctionnement de la balnéothérapie, tenue de soirée exigée. Vraiment? Non. Sergio, observant le parapluie qui désormais m'aidait à me déplacer, sortit une canne de son comptoir. Prenez-la, elle appartenait à mon père. Je vous souhaite d'en faire un bon mais court usage. Vous guérirez. Ici, tout le monde guérit. Boiteuse, désormais à bout de souffle, comme au bout de tout, j'acceptai le prêt.